Cette vidéo est la première d'une série que je prévois sur le sujet de la psychologie de l'argent. Je vais discuter un certain nombre de questions qu'on ne se pose pas très souvent. Des questions du style: quel est le lien entre l'intelligence et l'enrichissement? Pourquoi il y a un grand nombre de personnes brillantes mais qui ont du mal à s'en sortir financièrement? Est-ce que la chance détermine la richesse? Et puis, peut-on devenir prospère juste avec la volonté? Donc, ce sont des sujets sur lesquels je vais discuter en me basant essentiellement sur le livre The Psychology of Money de Morgan Housel. Donc, je vais faire un certain nombre de vidéos sur la question et puis, bien entendu, je serai très heureux de vous entendre également en commentaire. Le premier point, c'est que les décisions en général sur l'argent ne sont pas forcément rationnelles, mais c'est plutôt basé sur les expériences personnelles et sur l'histoire. Pour ça, je vais présenter deux graphiques. Le premier qui illustre le rendement qu'on pouvait espérer gagner sur les marchés financiers et le deuxième qui va montrer l'évolution de l'inflation. Le premier est un indice qui donne une idée de la santé globale du marché financier américain. On présente les résultats pour deux personnes qui sont nées à différents moments. La première personne est née dans les années 1950 et la deuxième est née dans les années 1970. Donc le graphique du haut, c'est celui qui représente la personne qui est née dans les années 1970. Donc vous verrez que entre ses 13 et 28 ans, le rendement qu'elle aurait eu si elle avait investi dans cet indice en question aurait été multiplié par 10 environ. Et quand on regarde la personne qui est née en 1950 dont le graphique est en bas, vous voyez que entre ces 13 et 28 ans, l'indice n'a pas du tout bougé. Donc, si ces deux personnes qui sont nées à des dates différentes ont pris exactement la même décision, justement, on aurait eu des rendements totalement différents. Et qu'est-ce que cela va impliquer en termes de croyance? La personne qui est née peut-être dans les années 1970 serait plus enclin à penser que l'enrichissement sur les marchés financiers est un levier très puissant, pendant que celle qui est née en 1950 va se dire que les marchés financiers, ça sert pas du tout à quelque chose. Ce que les deux personnes auraient dû faire, c'est de regarder les conditions actuelles et d'essayer de se projeter justement dans l'avenir pour voir si on aurait un rendement plus élevé ou plus bas. Mais puisque le futur est très difficile à prévoir, la plupart du temps, les décisions seront essentiellement basées sur ce qu'on croit. Et ce qu'on croit provient justement de notre histoire. Si on fait la même analyse sur l'inflation pour deux personnes, une personne qui est née dans les années 1960 et une autre qui est née dans les années 1990. Encore une fois, celle qui est née en 1960, le graphique de l'inflation est représenté par la ligne qui est en haut. Donc, vous voyez que entre ces 13 et 28 ans, l'inflation a presque triplé. Alors que pour celle qui est née en 1990, l'inflation n'a pas trop changé, elle est restée quasiment autour de 1%. Ce que ça signifie, si on pose une simple question à ces deux personnes sur comment est-ce que l'économie fonctionne, est-ce qu'on devrait vraiment se préoccuper de l'inflation? Il y a de grandes chances que les deux personnes donnent des recommandations très différentes. La première, celle qui est née en 1960, dirait que attention, peut-être n'épargne pas ton argent parce que l'inflation va finir par tout bouffer, pendant que l'autre va dire non, en épargnant ton argent, la valeur de ton argent pourrait être conservée dans le temps, donc aucune inquiétude parce que l'inflation est très bien gérée. Donc au final, vous voyez que les deux personnes, même si on pose les questions dans les mêmes conditions économiques à la même date, elles auront des réponses probablement très différentes, tout simplement au vu de leur expérience. Ces deux exemples me permettent de rechuter sur le deuxième point, qui est donc que le comportement des autres est très important quand vous-même vous prenez votre décision économique. C'est pourquoi ceux qui investissent sur les marchés financiers tiennent compte en général de ce qu'on appelle la psychologie du marché. Donc la psychologie du marché, ça serait tout simplement les émotions de l'ensemble de tous ceux qui agissent sur le marché. Et dans un tel contexte, ce qui compte, ce n'est pas si une information, une nouvelle est vraie ou fausse, mais c'est est-ce que les autres croient que c'est vrai ou croient que c'est faux. Parce que même si c'est une fausse nouvelle, à partir du moment où tout le monde ou bien la grande majorité croit que c'est vrai, les gens risquent de se comporter comme si la rumeur était vraie. Et vous qui êtes rationnel ou vous qui savez que la décision ou l'information est fausse, allez perdre. Donc ça fait rechuter justement sur le troisième point qui est que
S'en sortir financièrement au final va dépendre de votre comportement et non de votre intelligence. Donc on est en permanente interaction avec les autres et le plus difficile, ça sera de savoir comment est-ce que la majorité des gens pensent et adapter ton comportement en fonction de cette information et non en fonction de ce qu'on croit être cohérent. Le dernier exemple de décision irrationnelle sur l'argent qui est très répandu, ce sont les joueurs de loterie. En vrai, les chances pour gagner à une loterie sont estimées à 1 sur 1 million. Donc 1 sur 1 million, il y a la plupart des calculatrices. Quand vous taperez ce chiffre, ça va vous sortir 0. Ça veut dire que c'est presque nul. Mais les gens sont prêts à dépenser souvent énormément d'argent dans les loteries au lieu de se focaliser sur une stratégie beaucoup plus sûre. Et pourquoi ça arrive? C'est justement les émotions qui les guident. L'émotion et le rêve. Du rêve de vivre cette vie luxueuse, sans effort quasiment. C'est ce qui pousse et qui fera que, quel que soit ce qu'on va dire, les gens vont quasiment tout le temps continuer à jouer de la loterie. Et ce qui est encore grave, c'est que en général, ce sont les personnes moins nanties qui jouent à la loterie. Par exemple, quand on combine les dépenses que les Américains font dans les films, donc tickets de cinéma, dans les vidéos, jeux vidéo, dans la musique, dans les événements sportifs et même dans les livres, le montant est plus petit que le montant qu'ils dépensent dans les tickets de loterie. La dépense moyenne tourne autour de 412 $ l'année. Et en même temps, la caractéristique de ces mêmes personnes, c'est que ce sont des personnes qui auront du mal à avoir 400 $ en cash pour un problème urgent. Ça, c'était la première leçon sur la psychologie de l'argent. Dans la deuxième, nous allons parler du facteur chance. Est-ce que la chance est importante justement dans l'enrichissement de quelqu'un? Si oui, est-ce qu'on pourrait attirer la chance? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.